Téléspectateurs de Business 24 Africa, bienvenue à votre émission Emploi et Carrière. Aujourd'hui, comme à toutes nos émissions, nous aurons deux rubriques. La première, je veux un job, et la seconde, je veux créer mon entreprise. On y va donc pour la première rubrique. Encore bienvenue à vous. On l'a dit, aujourd'hui, dans notre première rubrique, je veux créer un job, nous aurons un thème très intéressant. Il est avec nous, notre consultant en insertion professionnelle, André Cuyot. Bienvenue. Merci. Vous allez bien? Très bien, merci. Chez vous? Ça va bien, merci. Alors, on va vous donner la latitude de présenter le thème de notre première rubrique aujourd'hui. Merci, quel honneur. Le thème, c'est comment faire pour... Attention, comment faire une bonne impression en entretien d'embauche 100 ans. Comment faire une bonne impression en entretien d'embauche, quand on sait que l'attitude compte autant que les aptitudes, ou vice-versa. Donc aujourd'hui, André Cuyot, on a envie de savoir, c'est vrai qu'avant un entretien d'embauche, il y a un certain processus. On a le CV qu'on envoie, après on a la lettre de motivation et tout. Maintenant, après, comment on va dire ça, l'employeur veut voir le concerné. Comment il doit se présenter à cet entretien-là? Oui, merci bien. C'est vrai, il y a plusieurs étapes. Déjà, dans un texte de recrutement, il y a plusieurs étapes. Il faut déjà sélectionner le poste, les profils et tout. Mais ça se fait en back-office. Et après, on fait l'annonce. Et donc, on fait l'annonce, on demande toujours envoyer CV, lettre de motivation et prestation salariale à telle entreprise. Et donc, nous sommes... lorsque vous êtes au niveau de l'entretien, ça veut dire que votre CV... a été retenu, et votre lettre de motivation aussi a été bien vue, parce que c'est les deux documents qui vous représentent, qui est le visuel même qui vous représente donc face au recruteur. Alors lorsque vous arrivez à cette étape, ça veut dire que vous avez déjà franchi une bonne partie de l'étape, et comme vous l'avez dans votre introduction, le recruteur ou le futur employeur voudrait vous voir pour savoir à qui il a fait. Alors c'est le lieu maintenant de faire une très bonne impression pour qu'on vous recrute, parce que, croyez-moi, si vous déposez 1000 CV, quelquefois on retient 30, 40. Exactement. Alors, donc, si vous avez été sélectionné pour un entretien, ça veut dire que vous avez bien présenté, vous êtes bien présenté. Donc, il faut venir maintenant assurer. Alors, le premier élément, c'est la ponctualité. Beaucoup de jeunes pensent que, très souvent, ils aiment bien dire, non, il pleuvait. Surtout on est maintenant en juin, il pleuvait. Ou bien il y a trop d'embouteillages. Je suis très loin. J'habite pas ici. Enfin bref, ils aiment se justifier. Mais le manager, lui, n'a pas besoin de justification, il a besoin de résultats. Alors, s'il pleut et que vous venez en retard à un attente d'embauche, monsieur, vous embauche, est-ce que vous allez venir à l'heure au travail? Puisqu'il pleuvra toujours. Il pleuvra toujours, oui, il fera toujours chaud. Donc, quoi qu'il en soit, on ne peut pas justifier tout. Et donc, il faut venir. Alors, la première astuce qu'on leur donne, il faut faire le repérage. 1 ou 2 jours avant, lorsque vous avez appelé pour dire que vous avez un entretien, à moins que ce soit la veille, vous avez appelé, bon là vous n'avez pas le choix, mais souvent on vous appelle 1 ou 2 jours avant, vous devez faire un entretien d'embauche dans tel cabinet ou dans telle entreprise. Alors si vous venez, vous devrez aller faire le repérage pour reconnaître les lieux, pour ne pas que le jour, vous allez dire non, c'était caché, c'était ceci et cela. Enfin, bref, il faut éviter les justifications. Et ensuite, il faut démontrer aussi que vous avez une bonne attitude, parce que vous avez dit tout à l'heure, c'est votre attitude qui va déterminer votre altitude. Et donc, si vous avez une attitude négative, mais vous n'allez jamais progresser, donc il faut faire attention. Le deuxième point, si vous le permettez, c'est la présentation. La présentation physique, c'est ça? Oui, la présentation physique. Comment se présenter devant le recruteur? Mais contrairement à ce que la plupart des jeunes, beaucoup de personnes font la même erreur. Non, je suis compétent, ou bien je suis compétent, pourquoi il ne voit pas mon cœur au lieu de jouer? Ou bien pourquoi il ne voit pas le travail que je fais? Avant de voir tous ces éléments-là, mais c'est vous qu'on voit. Exactement. Donc, avant de... Tous ceux qui vont dans les supermarchés le savent. Pourquoi vous pensez que la plupart des entreprises changent l'emballage de leurs produits? Et l'emplacement aussi. L'emplacement, l'emballage, même les véhicules, c'est beau, mais parce que ça attire d'abord. Le premier élément qui attire, c'est le visuel. C'est la communication, on appelle ça le paralangage, ça dit, vous n'avez rien dit, on vous voit, quelqu'un vient devant vous, vous devez savoir ce type-là, est-ce qu'il est bien, est-ce que c'est un bandit, à travers son habillement, à travers sa démarche, à travers sa statue. Donc vous faites une opinion qui peut être juste ou injuste, mais en réalité, il faut faire attention, parce qu'on peut vous juger négativement, alors que ce n'est pas
ce que vous avez. Donc, mieux vaut se donner une bonne image. Et donc, si le recrutement se fait à l'intérieur de l'entreprise, mais on appelle ça dress code. Or, les jeunes aujourd'hui, ils aiment bien garder les babichettes. Ils aiment bien. Moi, ça fait un peu frimeur. Oui, ça fait frimeur. Mais est-ce que si l'entreprise n'accepte pas? Donc, il faut déjà savoir, est-ce que l'entreprise vient aller accepter? Est-ce que l'entreprise accepte les druides? Est-ce que l'entreprise accepte les jeans avec les... Comment vous appelez ça déjà? Les pété, quand c'est déchiré. C'est déchiré, non? Bon, voilà. Un jean déchiré. Est-ce que l'entreprise va accepter? Ah, mais voilà. Donc, il faut... On appelle ça dress code, c'est-à-dire le code vestimentaire. Ce que vous aimez, est-ce que l'entreprise aime ça forcément? C'est ça. Donc, il y a des jeunes, il y a ce qu'ils aiment, mais ils ne se rassurent pas que les entreprises peut-être n'aiment pas, ou bien les entreprises ont un préjugé défavorable par rapport à leur code vestimentaire. Et un additif pour les jeunes filles aussi, savoir bien s'habiller décemment, c'est important. Mais je vais peut-être vous surprendre, mais il n'y a pas longtemps, j'ai fait le recrutement pour le compte d'une entreprise. Mais la plupart des filles, elles sont toujours bien coiffées, elles sont bien mises. Dieu merci. Oui, c'est vrai, la plupart des filles... De plus en plus, c'est les garçons, hein, en réalité, qui ont un problème. C'est bizarre, mais c'est les garçons qui ont un problème. La plupart des filles sont bien habillées, elles sont toujours bien coiffées, elles sont bien chaussées. Bon. Ce n'est pas des choses extraordinaires, mais ça va. Mais les garçons, je ne sais pas ce qui se passe. Oh, c'est l'homme même qui doit gérer la famille. Non, c'est l'homme qui doit avoir l'argent. Mais aujourd'hui, c'est les femmes qui décrochent le boulot et les gens disent oui, mais je vais mettre le pied dans le plat. Non, c'est parce que les gens, les filles, elles ont des rapports avec les garçons, les recruteurs. Non, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je suis désolé parce qu'un recruteur professionnel, il est payé pour... Donc son rôle, ce n'est pas de faire de l'amitié, ce n'est pas de faire de l'à peu près. Il doit recruter des gens parce que lui aussi, son job dépend de la qualité des gens qui recrutent. Donc un recruteur professionnel, mais il ne s'occupe pas que tu sois belle ou pas, que tu sois bien coiffée. Lui, il recrute en tenant compte du profil qui est demandé. Il n'y a pas de recruteur professionnel. Parce que lui, s'il recrute n'importe comment, mais il va mettre entre guillemets n'importe qui devant le futur employeur. Il va dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Par exemple, tu as payé, tu n'as pas fait le boulot. Donc, il peut perdre le marché. Donc, un recruteur, il le fait bien. Donc, il faut que les gens fassent attention à leur attitude, à leur comportement, à leur manière de s'habiller. Parce que si tu n'es pas bien habillé, il faut faire attention. Je vais vous citer peut-être avant de clore avec cette très rapidement. Mais je me souviens d'un recrutement où le jeune, il était bien positionné, on l'a recruté parmi les 3 meilleurs, il est arrivé, mais il fumait. Voilà, il a fumé ce jour-là. Et quand il est dans le bureau, mais franchement, il y avait un recruteur, il ne supportait pas la cigarette. Et quand il a commencé à éternuer, et donc on a dit aux jeunes d'attendre. Mais le temps qu'il attend, il attend, mais on a repris les deux qui étaient les 2 derniers, le deuxième, le troisième, et il y a un qui est passé. Lui, il a été recalé parce que, voilà, donc, est-ce que la cigarette a quelque chose à voir avec ses compétences? Non. Non. Mais malheureusement, c'est un facteur limitant. Exactement. Donc, quand vous fumez, moi, je ne vous demande pas de ne pas fumer. Ce n'est pas bon, moi, je ne fume pas. Mais si vous fumez, mais prenez, il y a la badienne qu'on vend dans les supermarchés, prenez les produits pour couper, pour casser l'odeur de la cigarette. Et il faut surtout éviter de manger de l'ail qui va encore amplifier l'odeur. Et donc, il faut faire attention. Parce que vous aimez... Peut-être que Nadia n'aime pas, peut-être que moi, il n'aime pas, peut-être que l'autre n'aime pas. Donc, c'est bon ce que vous aimez, mais il faut se rendre compte que, est-ce que les autres aiment ça? Donc, le jeune, il a été recalé, alors qu'il était pratiquement le mieux placé, mais parce qu'il a fumé. Alors que la cigarette n'avait rien à voir avec les compétences qu'on demandait, mais ça a été un facteur limitant pour lui. Pour lui, on va poursuivre. Oui, le troisième point, tout à l'heure, vous avez parlé de l'attitude, mais l'attitude est importante, la gestuelle, le comportement. Vous arrivez dans un bureau, et puis... vous vous asseyez sans dire bonjour. Ça, je vais vous citer peut-être un exemple parce qu'il va faire sourire, j'aime bien les exemples. On fait un recrutement pour le compte d'une résidence hôtelière. Et puis il y a un monsieur qui devait être le DGA de la maison. Il est arrivé, le monsieur avait de très beaux fauteuils, il s'est assis immédiatement. Et puis le boss de la maison lui demande, mais qui vous a demandé de vous asseoir? Qui vous a demandé de vous asseoir? Il s'est levé, non, il vous dit, qui vous a demandé de vous asseoir dans ce fauteuil? Il s'est levé? Il s'est levé, il a changé de fauteuil? Il a changé de fauteuil. Et puis... moi, j'ai commencé à sourire, dit, mais pourquoi vous avez changé de fauteuil? Il était embêté. Mais attends, quelqu'un qui va être un DGA, qui n'a pas de sang-froid, qui panique, qui n'est pas responsable de ses actions, de ses actes, mais vous pensez qu'on peut le recruter alors qu'on sait que le DG, c'est un monsieur qui a la poigne, qui va le broyer. Donc il faut quelqu'un qui a réagi. Mais si lui-même, il n'est même pas capable de tenir une attitude, son attitude, il l'a éliminé. Donc ça a été un critère éliminatoire. La discussion n'a pas continué, malheureusement. Mais en réalité, c'est ça. Donc
peut vous éliminer sur des détails qui n'ont rien à voir avec vos compétences. C'est pourquoi quand vous venez à un recrutement, mais il faut avoir une bonne attitude, la gestuelle, votre habillement, votre manière de marcher, d'ouvrir la porte, de vous asseoir. Il faut dire bonjour avant de vous asseoir. Et puis, il faut attendre qu'on vous invite à vous asseoir aussi. Oui, c'est très important. Absolument. Et puis, il y a un monsieur qui a fait un reportage, on a fait un reportage sur lui ici. Je crois qu'il est maintenant DG de la Poste, il aime bien. C'est la deuxième fois qu'il prend son exemple. Il dit qu'il a été commercial, mais il se promène à tout Abidjan, il a chaud. Et le soir, il est en sueur, il transpire. Et donc, avant d'aller au bureau, il rentre dans un supermarché, il fait les rayons, il prend la fraîcheur, et il dit je suis frais. Et je m'en vais à 15 h, j'ai fait mon rapport et les gens sont contents. Aujourd'hui, il est devenu DG de la Poste. Est-ce que vous me comprenez? Donc on peut commencer tout petit et puis monter, mais il faut se confier un profil. Je prends ce cas-là. Donc après maîtriser votre attitude, on va poursuivre. Oui, il faut poursuivre, certainement, merci, de rester calme et confiant. Voilà, il faut montrer aux recruteurs, n'est-ce pas, que on a quand même de l'assurance. Vous avez de l'assurance. Oui. Il faut qu'on dise aussi aux candidats que lorsque vous partez à un recrutement, il ne faut pas voir les pièges partout. Toutes les questions, vous pensez que non, mais c'est des questions normales. Il y a des questions récurrentes qu'on pose aux candidats, que vous soyez journaliste, que vous soyez informaticien, que vous soyez chef du personnel, il y a des questions qu'on appelle les questions récurrentes. Présentez-vous. Pourquoi vous avez choisi notre entreprise? Quelle est votre prétention salariale? Ces questions, on les pose à tout le monde, il n'y a aucun piège. Il faut, lorsqu'on vous demande, mais donnez-moi votre prétention salariale, les gars, il faut de la fine bouche, mais vous n'êtes pas venu pour travailler pour rien. On me demande, moi, donnez-moi 500 000, donnez-moi 1 million. S'il veut, il donne, s'il veut, il ne donne pas, mais il va dire pourquoi. Mais il faut justifier. Le problème est que la plupart des jeunes, ils demandent 600 000. Quand vous leur demandez, d'abord, ils ont du mal à justifier. S'ils osent prendre une justification, il dit non, moi j'ai un Master 2. On ne paye pas le Master 2, on paye la compétence. Est-ce que tu as le Master 2? D'abord, est-ce que tu as eu vraiment un vrai Master 2? Parce qu'il y a des gens qui tirent les coups ici, les papiers. Et la plupart des cabinets, ils ont leurs consultants qui sont les enseignants. Donc on sait comment les gens travaillent. Il y a des universités qui sont correctes, qui donnent les vrais diplômes, mais il y a d'autres aussi qui ont des diplômes qui ne sont vraiment pas, qui n'ont pas le niveau. Et donc, il ne faut pas vendre son diplôme, il faut voir ses compétences. Et lorsque vous venez dans une entreprise, ça c'est le dernier point que je voulais donner, peut-être c'est ce point-là. Quand vous venez dans une entreprise, vous méritez peut-être 1 million. Mais est-ce que l'entreprise vous êtes là peut payer 1 million? Peut payer 1 million. Mais c'est ça. Donc, quand vous prenez, par exemple, une entreprise industrielle, ça va être une entreprise multinationale, va payer beaucoup moins cher qu'une PME nationale. Ou bien si vous êtes... donc, il faut faire attention. Il y a plusieurs critères. Peut-être on va aller faire la prestation salariale, mais il faut faire attention. Donc voilà. Après le calme, qu'est-ce qu'on doit faire pour finir? Oh, mais le dernier point, on dit qu'il faut soigner sa sortie. Ça dit, il faut soigner sa sortie, c'est-à-dire quand tu finis avec le recruteur, comment partir? C'est cela. Lorsqu'on vous pose une question, est-ce que vous avez une dernière question à nous poser? Mais il faut poser des questions sur l'emploi. Quel est votre objectif? Pourquoi vous avez fait ce type de recrutement? Il faut poser des questions qui vont démontrer aux recruteurs que vous êtes intéressé par le poste et non pas parce qu'il sait, quand vous recrutez lui, il a dit ça marche pour vous payer. Donc, il sait. Donc, ce n'est pas le salaire qui est la préoccupation du recruteur. Ce qui est sa préoccupation, parce que faire recrutement, c'est prendre un risque. Le recruteur veut minimiser les risques en posant les questions, en vous invitant à l'entrée d'embauche pour savoir qui vous êtes, comment vous êtes, est-ce que ce que vous avez mis dans le CV vous ressemble ou bien c'est autre chose. Ou bien c'est autre chose. Oui. C'est fini pour la première partie. Hein. Mais si vous le demandez... Et voilà, très cher. En tout cas, à Emploi et Carrière, on apprend beaucoup de bonnes choses. Merci à vous, André Cuyo. On part très rapidement pour notre seconde rubrique. Le thème sera donné par notre consultant. Et tout de suite. De plein pied, nous sommes dans notre rubrique seconde. Aujourd'hui, nous allons parler, André Cuyo, de quoi dans notre première rubrique? Mais nous allons voir en quoi les femmes peuvent entreprendre. Elles sont de très bonnes entrepreneurs. Oui, c'est ça. En quoi les femmes sont de très bons entrepreneurs? Comme il y a les féministes qui disent oui, même bien sûr, ça m'intéresse ce sujet-là. En tout cas, restez avec nous pour en savoir plus. Alors, André Cuyo, c'est vrai que de plus en plus, les femmes prennent le devant des choses, les femmes entreprennent et tout. C'est quoi la particularité d'avoir une femme au devant d'un business, comme on le dit?
Non, mais je vous l'ai dit déjà, hors antenne, ça n'était qu'à moi, les femmes allaient beaucoup entreprendre. Elle allait même diriger du point de vue administratif et politique. Merci pour l'honneur, merci beaucoup. Parce que non, mais parce qu'elles sont efficaces. Peut-être que les femmes ne voient pas en quoi elles sont elles-mêmes efficaces, c'est pourquoi elles veulent ressembler aux hommes. Mais en ce qui me concerne, elles sont super efficaces comme elles sont. Parce qu'elles sont créatives. Elles ont le pouvoir de persuasion. Elles ont la capacité à fédérer. Les femmes n'aiment pas la bagarre. Donc, elle va commencer à trouver les terrains d'attente. Où l'homme va vouloir faire la bagarre, l'affrontement, la confrontation. Femme, c'est la douceur. La femme va aller... donc, tout ça. Et puis même le goût du risque, le sens de l'organisation, la diplomatie ou les prises d'initiative. Voilà, ce sont des caractéristiques d'un bon entrepreneur. Mais vous voyez que les femmes, elles sont créatives. Les femmes, elles sont persuasives. Elles peuvent fédérer. Elles peuvent même la diplomatie. Donc j'ai cité 5 cas, mais les femmes, elles obéissent à 3 sur les 5. Sur les 5. Je ne peux pas aller plus loin parce qu'on est limité par le temps. Donc vous voyez déjà, sur les 5 cas, ça fait 75%. Donc du point de vue de leur capacité naturelle, la femme est beaucoup plus apte à faire les affaires que les hommes. Mais ensuite, les femmes, elles sont polyvalentes. Un homme d'affaires doit être polyvalent. La femme peut faire beaucoup de choses en même temps. Elle peut être à la cuisine, laver son bébé, aller s'occuper. Enfin, la femme peut faire... L'homme n'est pas capable, en tout cas, peu d'hommes sont capables de faire plusieurs choses en même temps et le réussir, comme les femmes. Or, les femmes, elles ont ce don naturel. Or, ce don naturel, ça fait partie des qualités qu'un homme d'affaires doit avoir. Il doit être polyvalent. Vous créez votre entreprise, vous êtes seul. Mais il faut accueillir les gens. Il faut savoir leur donner, comment dire, même l'eau, ou bien la petite boisson, ou bien le café. Mais la femme le fait aisément. La femme le fait naturellement et aisément, mieux que l'homme. Donc, vous voyez déjà que la femme, elle a tellement de compétences. Honnêtement, je me pose des questions. Pourquoi elle veut les ressembler aux hommes? Non, mais c'est moi la question plutôt que je vais poser, c'est malgré toutes ces compétences que la femme a, pourquoi il y a jusqu'à aujourd'hui certaines entreprises qui trouvent que la femme ne peut pas diriger véritablement? Souvent, on nous dit que les femmes, elles sont trop affectueuses. Donc, face à une décision radicale, la femme ne pourra pas vraiment taper sur la table. Donc, quelque part... Non, mais vous savez, on a des préjugés. Des stéréotypes, oui, qui sont pas les préjugés naturels. Je suis chrétien, mais quand vous prenez la Bible, on dit la femme a été créée à partir d'une côte de l'homme. Donc, elle vient de l'homme. L'homme, il est supérieur. Même, c'est ce qu'on dit dans nos villages, on dit souvent, quand un homme pleure, on dit, non, pleure pas, ça c'est une femme, tu pleures comme une femme, tu parles comme une femme, tu cries comme une femme. Donc, en fait, on a l'impression qu'être femme est une fatalité, est un péché, est démoniaque. Mais c'est faux, je suis désolé. Mais observez, la plupart des entreprises qui réussissent, même regardez dans la CCI, on a des grandes dames qui sont des femmes d'affaires redoutables en Côte d'Ivoire ici. C'est parce que l'homme a ça en lui et il pense qu'il est vraiment le plus fort. Mais en réalité, lorsqu'on fait parce que la femme, mais croyez-moi, j'ai été membre d'une microfinance en Côte d'Ivoire ici, mais lorsqu'on a fait des crédits, sur 100 hommes à qui on a fait crédit, 90%, je regarde la caméra, 90% des hommes n'ont pas remboursé. Vous assumez ce que vous dites. Non, mais j'ai failli dire la microfinance. 90% des hommes n'ont pas remboursé. Non pas parce qu'ils n'ont pas l'argent, ils sont des personnalités qui sont encore en Côte d'Ivoire. Mais c'est dû à quoi justement? Mais parce que l'homme, il n'a pas peur de prendre des risques. Il n'a pas peur qu'on lui dise qu'il est faux. Il n'a pas peur qu'on dise qu'il est menteur. Oh, la femme, en réalité, elle veille sur son image, en fait. Son image. Et puis ensuite, comme son mari aussi est là, ses enfants. Elle va dire non, pourquoi tu as voulu faire ça? Donc, avec tous ces préjugés qu'elle a, elle veut qu'on dise que je ne veux pas, je ne vais pas donner raison, on me salisse, et puis ça va donner raison à tous ceux qui sont sceptiques qu'ils n'allaient pas réussir. Donc cette peur-là les rend beaucoup plus méfiantes. Donc ça les rend plus sûres et elles ne prendront jamais un crédit si elles ne sont pas sûres de rembourser. Mais croyez-moi, sur 100 femmes à qui on a donné un crédit, 98% ont remboursé. Les 2% qui n'ont pas remboursé t'appellent. Monsieur Kouyo, j'ai tel problème. Non, mais croyez-moi, finalement la microfinance a été obligée de fermer parce que les hommes n'ont pas remboursé. Non, croyez-moi, ça je le dis
je le dis à l'antenne sur une télévision très sérieuse. Exactement. Donc les femmes, même au Brésil, j'ai suivi aussi une manifestation, CGC Academy, ils ont envoyé Lila, l'ancien président, qui a une fondation, Lula, et le monsieur a témoigné pour dire au Brésil, le président Lula a donné des maisons aux hommes. Sur les maisons qu'il a données aux hommes, au départ, les hommes ont vendu toutes les maisons. Pratiquement 90% des maisons ont été vendues. Et lorsque il a refait, il a dit, bon, monsieur Nadia, vous venez à votre épouse. C'est vous qui signez. La maison appartient à votre mari, celui qui va gérer, mais c'est vous qui signez. Ces maisons-là, aucune des maisons n'a été vendue. Ils l'ont dit devant des milliers de personnes à l'hôtel Ivoire, à la fondation Lula. Donc en réalité, la femme, qu'elles soient ivoiriennes, qu'elles soient brésiliennes, elles sont beaucoup matures. Il faut qu'on leur fasse confiance et qu'on leur donne leur chance. Leur chance de s'exprimer. Mais regardez un peu les femmes, les dames qui vendent, qui font le vivrier. Mais il n'y a que des femmes. Pendant la guerre, c'est elles qui travaillent. Pendant la pluie, mais les femmes, elles ont du potentiel. Ce n'est pas pour leur faire plaisir, elles ont du potentiel. Mais occasion aussi de saluer toutes ces personnes qui l'ont compris, toutes ces personnes aujourd'hui qui permettent à la femme de s'exprimer. On voit les femmes qui dirigent beaucoup de postes de responsabilité. Absolument. Et nous, on ne peut qu'être très contents. Non, mais je ne le fais pas pour faire plaisir aux femmes. Oui, bien sûr, mais je le dis parce que je suis un consultant. Avant de faire l'émission, on fait beaucoup de recherches. C'est clair. Et donc, toute la documentation, Mais je vous ai pris le cas de Lula, ce n'est pas un Ivoirien, c'est un président brésilien. Et donc, voilà le témoignage qu'a fait son représentant à l'hôtel Ivoire lors de CGCI Academy. En réalité, donc, les femmes, elles sont maternelles. Donc, elles ont tendance... Mais en fait, ce que les gens pensent que... Mais les hommes qui font... Ils ont des procès en cascade au tribunal. Parce que quand vous êtes chaud, que vous renvoyez quelqu'un, vous n'avez pas le temps de... Je ne dis pas que les hommes sont nuls, non. Parce que les hommes dirigent des grosses entreprises. Oui, mais il ne faut pas négliger les femmes. Il faut leur laisser leur chance. Si elles ont envie d'entreprendre, qu'elles entreprennent. Qu'elles échouent comme tout le monde. Parce que l'échec, en réalité, pour moi, c'est le premier pas vers la réussite. Donc, ce n'est pas parce qu'elle a échoué une fois, 2 fois, 3 fois, qu'on va dire non, tu ne pouvais pas faire. Mais je vais peut-être terminer là, mais j'ai fait un séminaire à Inades Formation, ce n'est pas la publicité, mais une dame a témoigné, elle dit, mais elle a fait une petite boîte pour faire le transfert d'argent. Et quand son mari est venu, il a vu, elle a tellement bien fait, le monsieur est fâché. Oui, il y a ce problème-là aussi. Très souvent, les hommes qui se sentent complexés face à une femme qui réussit ou bien qui entreprend. Mais, occasion pour vous de parler à... Non, mais moi, je peux dire à mes amis et à mes frères hommes que de laisser leurs femmes entreprendre. Ils peuvent discuter, mais si elle a cette fille, mais la femme a fini, c'est elle qui a témoigné, je ne la connaissais pas. Sur séminaire, il est venu sur le fois. Elle a dit devant ses collègues, il y avait 20 personnes dans la salle, elle a divorcé avec le monsieur parce qu'elle s'est rendue compte que le monsieur ne veut pas la faire. Non seulement il ne la soutient pas, mais il est devenu son ennemi à la maison. Voilà, ouais. C'est dommage. Il faut laisser la femme s'exprimer. Il faut la canaliser, il faut lui donner des conseils. Mais il ne faut pas lui dire non, tu ne peux pas réussir, car c'est le travail des garçons. On dit, il y a des femmes qui font MMA, il y a des femmes qui font la boxe, il y a des femmes qui font le karaté. Il y a les femmes qui nous ont rapporté ici les trophées. Voilà. Justement, mais est-ce que c'est dans toutes les activités qu'on peut laisser la femme s'exprimer? Parce que, quel que soit ce qu'on dira, la femme ne pourra jamais avoir la force de l'homme. Je veux dire, l'homme a une certaine vigueur, l'homme arrive à s'imposer face à certaines activités. Est-ce que la femme pourra toujours... Je ne vais pas vous laisser terminer, parce que tout n'est pas une question de force. Tout est question aussi de finesse. C'est le consultant qui parle. Hein, tout n'est pas question de force. Ce n'est pas avec la brutalité qu'on peut régler. Mais voilà, les gens, quand il y a la brutalité, mais ça donne quoi? Tout le monde se tape dessus. C'est clair. Et puis après, bon, on voit les dégâts. Donc, il faut laisser les gens le sourire. On peut régler les problèmes, le sourire à la négociation. La femme est négociatrice de façon naturelle. Oui, c'est vrai. Le sourire, la diplomatie. La femme est diplomate de façon naturelle. Donc, mais elles ont du talent. C'est tout. C'est ce que moi, je dis, ce qu'il dit là. Je ne l'ai pas inventé. Lisez les documents qui ont écrit, tous les livres, vous allez voir que les femmes ont un leadership important que les hommes ne comprennent pas. Et moi, personnellement, je dis souvent, par rapport, je suis enseignant, je dis aux étudiants que si on ne fait pas attention, il faut, parce que les femmes progressent, croyez-moi. Très vite, en plus. Non, mais croyez-moi, je vais donner des statistiques. J'ai même un ami professeur de mathématiques, il a dit un jour, discuter entre nous, peut-être que c'est là, il va finir. Il est professeur de mathématiques dans un lycée à Port-Boué, mais il dit, il y a 19.
Sur les 19, il y a 15 filles. Et les 15 filles et 4 garçons en mathématiques. Au lycée, ça fait quelques années, comme il l'a dit. Le professeur connaît, il a dit. Mais lorsque moi j'interviens dans une faculté de droit, mais lorsque vous voyez, vous prenez sur 100 étudiants, vous allez trouver 60 à 70 femmes. Et lorsque vous faites le classement, vous allez voir que la femme est première, deuxième, troisième, quatrième. Non, je ne plaisante pas. Non, c'est clair, oui. Non, non, je suis super sérieux. Et je suis étonné, je dis, mais et les hommes, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Si les femmes sont premières jusqu'au 40e et le meilleur garçon est 41e, 42e, c'est pas normal, comme on le dit. Mais est-ce que les femmes, elles ont volé la note? Mais elles le méritent. Elles le méritent. Mais si elles le méritent, mais qu'on les laisse avancer, c'est pas compliqué. En tout cas, merci André Cuyon. Nous sommes en train de finir. Hein. Merci à toutes ces femmes. Je suis sûre qu'il y en a nombreuses, ces femmes-là qui sont assises, hein, qui regardent l'émission et qui sourient, qui disent waouh, bravo à tout ce que notre consultant dit. Nous sommes en train de finir. On va récapituler, s'il vous plaît. Dans la première rubrique, on a parlé de pouvoir faire bonne impression dans un entretien. On y va rapidement. Oui, non, mais je vais peut-être sur un point. Il ne faut pas venir en retard. Il faut faire le repérage du lieu. La plupart des jeunes ne le font pas. On les appelle, ils sont couchés. Quelquefois, ils vous appellent. Non, vous avez dit truc là. Je ne sais pas, c'est quelle manière. Est-ce que vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? On n'a pas bien compris. Vous envoyez un message qui est précis. Il vous appelle, monsieur, votre message truc là. Il appelle un monsieur qui ne connaît pas, il parle de truc. Je ne sais pas comment. Il ne comprend pas. Il faut que les gens, comment dirais-je, comment on dit, quelqu'un qui est en droit ou bien en communication, en marketing, il doit être capable de s'exprimer correctement. Il doit avoir une attitude langagière correcte. On ne vient pas dans une entreprise pour s'amuser, pour jouer. Donc on l'appelle déjà à l'entretien et sa communication téléphonique dégrade même sa personnalité. Mais on n'a pas besoin de la voir parce qu'entre-temps, vous avez peut-être 200 ou 300 personnes pour une ou deux places. D'accord. Donc, à partir de ce moment-là, ils doivent faire attention. Mais à leur habillement aussi. Leur habillement qu'ils aiment à la maison, est-ce que l'entreprise aime ça? Est-ce que l'entreprise aime ça? Si tu es dans une banque, est-ce que la banque accepte ton habillement? Il faut que les gens disent. Parce que l'habillement, il n'y a pas un habillement qui est conseillé de façon inclusive. Parce que vous voulez être dans une boîte de nuit, mais on appelle ça le dress code de la boîte de nuit. Mais si vous voulez être dans une banque aussi, il y a le dress code de la banque. Donc, il faut adapter son habillement à l'environnement que vous voulez adapter. Et le deuxième point, pour les femmes, pour moi, les femmes ont du talent. Les femmes ont du talent. Elles sont diplomates. Elles ont le respect de la parole donnée. Et tout ça, c'est bon. Et elles sont polyvalentes. Donc, elles ont beaucoup de qualités dont a besoin un homme d'affaires, un promoteur d'entreprise pour réussir. Et les femmes ont ce talent-là autant que les hommes. Donc, laissons-les s'exprimer. Merci, André Cuyon. À défaut de leur donner les moyens, laissons-les se battre. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous pouvez appeler au numéro qui s'affiche au bas de l'écran pour plus ample information sur l'émission. Merci à toutes ces personnes qui ont travaillé par derrière pour que cette émission soit. Moi, je vais finir avec un proverbe indien qui dit « Si vous enseignez à un homme, vous enseignez à une personne. Mais si vous enseignez à une femme, vous enseignez à toute une famille. » Allez, à bientôt.